Et notamment avec Louis Salter qui publie ce livre La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite. On a vu les plus proches du président de la République le lâcher, Édouard Philippe, Gabriel Attal, on va y revenir dans un instant. On va écouter, c'est Bruno Retailleau qui fut le ministre de l'Intérieur et qui dit aujourd'hui souhaiter que le président de la République prenne la décision de démissionner. On écoute Bruno Retailleau. Un retour aux urnes, je pense qu'on y viendra. D'une façon ou d'une autre. Il y a trois façons de le faire. La démission du président de la République, ça lui appartient. La dissolution. On va y aller point par point. La démission, vous la souhaitez ou pas aujourd'hui ? Je n'ai jamais dit que je la souhaitais. C'est au président de prendre cette décision. Vous souhaitez qu'il prenne cette décision ? Bien sûr, le général de Gaulle l'avait fait. Ça, c'est nouveau quand même, Louis Salter, que Retailleau demande ça, cette démission. Il ne le dit pas très clairement. Mais il le dit quand même. Oui, mais il passe presque pour un modéré par rapport à d'anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe en tête évidemment, et même par une partie du champ politique qui maintenant a mis cette idée dans l'air. Et les enquêtes d'opinion montrent que cette idée est désormais majoritairement soutenue par les Français. Mais que même en effet, Bruno Retailleau, sénateur poli, courtois, connu pour ses bonnes manières républicaines quelque part, aille jusqu'à évoquer ouvertement lui aussi cette hypothèse et appelle à un retour aux urnes, ça montre que quelque chose est en train de se passer quant à la légitimité d'Emmanuel Macron, ou en tout cas sa capacité à rester jusqu'au bout au pouvoir. Et c'est pour ça que je parle de succession interdite. C'est aussi ça qui est en train de se cristalliser en ce moment. Cette crispation des prétendants potentiels, les prétendants au trône, qui viennent du macronisme, donc à commencer par Gabriel Attal et Édouard Philippe, que j'ai tous rencontrés pour mon livre, mais également Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, bref, tous ceux qui ont approché de près le macronisme et qui préparent la suite, l'après 2027, ça montre qu'en fait, il n'y a même plus de bande temporelle dans cet après-là. Non, bien sûr que normalement l'élection présidentielle, elle est en avril 2027. Mais pour la première fois sous la Ve République, on est sur un espace mouvant quant à la temporalité de l'élection présidentielle. Et vous ajoutez à ça la menace de dissolution qui peut nous valoir ou pas de nouvelles législatives de fin de présidence. Et là, vous avez vraiment quelque chose de complètement crépusculaire où cette succession d'élections, d'appels à la démission, de censure de gouvernement qui valse, elle crée une atmosphère qui est bien évidemment inédite et qui est crépusculaire pour le président avant tout. Louis Salter, je vais vous faire écouter Rachida Dati qui s'est exprimée aujourd'hui. On sait qu'elle est évidemment ministre de la Culture, mais candidate à la mairie de Paris. Elle a littéralement sulfaté Gabriel Attal en disant que, parce qu'elle n'est pas soutenue par Renaissance, par le parti de Gabriel Attal, et elle explique pourquoi. Écoutez, elle ne mâche pas ses mots comme d'habitude. Nous, on tend la main à tout le monde. On est open partout. Nous, je veux vous dire, je n'ai jamais contraint personne à faire campagne avec moi. Je n'ai jamais contraint personne à être obligé d'être avec moi. Est-ce qu'ils ont envie de gagner Paris ou pas ? Est-ce qu'ils ont envie de changer Paris ou pas ? C'est le seul mot d'ordre. Voilà. S'agissant de la décision de Gabriel Attal, je vais vous dire, il disait lui-même qu'il ne comprenait pas les décisions du président de la République. Alors, je suis peut-être d'accord avec lui sur une des décisions. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il l'avait nommé Premier ministre pour être dans ce comportement aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Nous, on va faire campagne. Il faudra qu'il s'explique devant les Parisiennes et les Parisiens pourquoi, à un moment donné, il s'allie à quelqu'un qui appelle à la démission du président de la République, qui, effectivement, est dans l'opposition au président de la République. Gabriel Attal doit tout à Emmanuel Macron. Moi, voilà, je dis juste ça. Pour le reste, ce qui nous apporte, les Parisiennes, les Parisiens, le cadre de vie, qu'on puisse remettre de la lumière dans cette ville. Voilà pour Rachida Dati, qui, je le précise pour nos auditeurs, est entourée d'élus de Renaissance, notamment Sylvain Maillard, qui était sur notre antenne il n'y a pas très longtemps. On n'y comprend plus rien. Ça va être bien cette campagne. Mais ça va être campagne parisienne. Règlement de compte à tous les étages. Elle transmet quand même, Rachida Dati, un sentiment profond d'Emmanuel Macron. Je cite une phrase de lui dans le livre, il dit « Mon plus grand regret, ce n'est pas la dissolution, c'est d'avoir nommé Gabriel Attal Premier ministre. » Parce que, en fait, ça a déraillé tout de suite entre ces deux-là, début 2024. Au moment où il le nomme. Il pensait, avec Gabriel Attal, nommer sa créature, parce que s'il y a une vedette, une seule, qui a émergé du macronisme, c'est Gabriel Attal, qui passe pour le clone et presque l'héritier naturel. Or, au moment où il le nomme Premier ministre, en janvier 2024, en pensant que ça allait insuffler de l'air frais après la période d'Elisabeth Borne, le 49.3 sur les retraites, et la perspective d'élections européennes qui s'annoncent pas bien et qui ne se passeront pas bien, eh bien, en réalité, cette nomination de Gabriel Attal, ça déraille tout de suite entre l'Élysée et Matignon, pour une raison que Emmanuel Macron a fait une erreur de ne pas voir, qui est Gabriel Attal s'appelle Gabriel Attal, qu'il a fait de la communication la matrice de toute forme d'action politique, et que donc il veut prendre la lumière, ce que déteste Emmanuel Macron de la part de n'importe lequel de ses premiers ministres. Et c'est pour ça que ça s'est mal fini avec tous les premiers ministres,
à part Jean Castex. Pourquoi ? Parce que celui qui voulait prendre la lumière, c'était pas vraiment lui, parmi tous ceux qui sont passés par Mais alors, Geoffroy Lejeune, on voit que Rachida Dati sort le bazooka, elle a raison, c'est M. Bournazel qui va être le candidat de Renaissance, c'est à n'y rien comprendre. Vraiment, on perd les électeurs à tout bout de champ. Il faut se mettre à sa place. Elle, en fait, elle est rentrée au gouvernement en se disant, à ce moment-là, d'ailleurs, beaucoup avaient suspecté d'avoir un accord avec Emmanuel Macron pour être soutenu par son parti au municipal. Entre-temps, elle réussit à se rabibocher avec les Républicains à l'occasion un peu houleuse de l'arrivée de Michel Barnier dans sa circonscription. Et donc, elle était candidate, a priori, plutôt investie par les deux partis. Et elle découvre que non. Donc forcément, c'est pas évident. Et Rachida Dati, moi, ça fait, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années que je la suis de près ou de loin, ça dépend des moments. Quand elle se fait un ennemi, par contre, il passe toujours un sale quart d'heure. Très, très mauvais. Vous pouvez demander à François Fillon, à Brice Hortefeux, etc. Tous. Ils vous à Gabriel Attal. À Gabriel Attal, absolument. Qui avait déjà eu un premier épisode. Éric, rapidement, comme disait Nicolas Sarkozy, la politique, c'est un truc de professionnel. Et Rachida Dati, c'est une professionnelle de la politique. Il vaut mieux la voir comme amie que comme ennemie, ça c'est certain. Mais alors attendez, là, elle est en campagne, là. Mais j'avais cru entendre Sébastien Lecornu qui avait dit que dès qu'elle commencerait officiellement sa campagne, c'était une visite de terrain. Elle ne serait plus gouvernement. J'ai du mal à entendre. De la même manière, parce qu'on est un peu chez les dingues, Pierre-Yves Bournazel est du parti Horizon d'Édouard Philippe. Donc allez comprendre comment Édouard Philippe, qui demande la démission du président de la République en pleine rupture, ça n'a plus aucun sens. Juste, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu. Il est 18h30 et je passe la parole à André Valény et Louis Aussalter, La foudre et les cendres. Vous décrivez très bien dans ce livre où il y a vraiment, on est dans les coulisses. Vous avez des confessions des proches d'Emmanuel Macron que peu de journalistes ont, donc bravo à vous. Vous dites que le chronomètre est enclenché. On est sur la fin du quinquennat. Et qu'en réalité, Emmanuel Macron ne sait pas depuis le début, ne savait pas ce qu'il voulait faire de ce second mandat. Ouais. D'ailleurs, c'est une phrase de François Hollande notamment qui a constaté ça, mais je crois que c'est assez juste pour le coup. Mais très vite, dès 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez de la soirée de réélection d'Emmanuel Macron. Ça se passe sur le Champ de Mars. Il prononce un discours, sans doute son plus mauvais discours de président de la République. Une ambiance crépusculaire. Crépusculaire, c'est absolument crépusculaire. Il débarque sur le Champ de Mars, sur cette, j'y étais, c'est sur cette place où, en plus, il y a tous les personnalités du quinquennat Macron 1, où en fait tout le monde commence déjà à se dire bon alors qui sera à la place en 2027, donc tout le monde commence à voir comment mieux lui planter un poignard dans le dos, à comploter contre lui et les uns contre les autres. Emmanuel Macron ce jour-là prononce un discours d'une platitude totale qu'il a rédigé lui-même, parce qu'il a jeté à la poubelle le discours qui avait été préparé par ses conseillers. Et donc on n'a rien retenu de ce discours de victoire. Et effectivement, il y a comme un vertige. Il met des semaines à se décider à remplacer Jean Castex, à nommer Elisabeth Borne alors que ça devait être Catherine Vautrin. Donc dans mon livre, je raconte beaucoup la dissolution, l'avant, le pendant, l'après, évidemment tout ce que ça emporte de conséquences pour la vie politique française et donc ce qui explique ce qu'on vit maintenant. Mais je reviens à des épisodes précédents parce que je pense qu'ils sont également fondateurs de ce crépuscule accéléré et notamment cette réélection de 2022 sur un malentendu. Quel est le malentendu ? Mais Emmanuel Macron est réélu dans un contexte où il n'y a pas de campagne présidentielle. La guerre en Ukraine, les sujets géopolitiques envahissent tout. Lui-même en use et en abuse puisque sa campagne, c'est de faire des appels avec Vladimir Poutine, avec Zelensky, avec d'autres leaders et de se mettre en scène dans des sommets européens. Il fait très peu campagne sur le plan national. Il est réélu face à Marine Le Pen comme en 2017. Donc il y a un côté où le Front républicain opère. Donc des gens qui ne l'apprécient pas du tout pas sa politique vont voter pour lui dès demain parce que c'est Marine Le Pen en face. Et tout ça se traduit par des élections législatives où il y a une majorité relative. Comme si les Français disaient « OK pour Macron 50+, parce qu'il y a Marine Le Pen en face, mais pas d'accord pour 50+ de macronisme, à la fois sur le fond, mais aussi sur la méthode, cette verticalité. Il ne comprend pas exactement, ça c'est la clé. À ce moment-là, au lieu de changer de méthode et de se dire, bon, peut-être avec une majorité relative, si je veux tenir les 5 ans qui me restent, il va falloir bricoler quelque chose de différent. Non, il cherche à dérouler le programme, donc c'est la réforme des retraites au 49.3. Et c'est pas anodin si aujourd'hui on y revient, qu'il y a une suspension, que Sébastien Lecornu est obligé de capituler face à de nombreuses exigences du Parti socialiste, c'est parce qu'en fait le verre est quand même dans le fruit dès le début de ce malentendu fondateur qui est ce quinquennat mal né, ce deuxième quinquennat mal né. Et ça explique aussi la cascade de mauvaises décisions ensuite. La nomination de Gabriel Attal, on l'a vu, ça déraille tout de suite. Et tout cela nous conduit à cette dissolution parce qu'Emmanuel Macron veut sortir de cette situation. Et il s'en sort en tentant un coup de poker que personne ne comprend à part lui. Et d'ailleurs, il la défendra encore longtemps après, quand bien même des gens face à lui commencent à oser lui expliquer que c'était pas la meilleure décision à prendre.
Et la suite, vous la connaissez, c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Et maintenant, est-ce qu'une nouvelle dissolution est envisageable ? Sébastien Lecornu avait bien compris en fait ce qui se passait pratiquement depuis 2024. Il avait compris que Marine Le Pen allait censurer Michel Barnier. C'est un animal politique. Est-ce qu'il peut tenir longtemps encore, Sébastien Lecornu ? Alors Sébastien Lecornu est quand même un meilleur manœuvrier qu'un François Bayrou, par exemple, qui, lui, a préféré sauter de la falaise, en fait. Tout seul ? Oui, et François Bayrou, vraisemblablement, ne voulait pas vivre ce que vit actuellement Sébastien Lecornu. Il ne voulait pas se coltiner cet exercice de godille où il faut aller le lundi parler à Olivier Faure, le mardi à Laurent Wauquiez, le mercredi à Boris Vallaud, le jeudi consoler Gabriel Attal ou d'autres macronistes. Vous voyez, c'est la vie du Premier ministre en ce moment, c'est vraiment ça. Et on n'a aucun cap, aucune visibilité de long terme. On est dans du gouvernement à l'heure près. Parce que la vie parlementaire actuelle, la situation dans laquelle nous sommes, dit cela. La dissolution, Emmanuel Macron ne veut pas. Donc autant celle de 2024, pas grand monde lui avait demandé, il l'a faite un petit peu tout seul et a surpris tout le monde. Autant aujourd'hui où il y a des voix qui réclament un retour aux urnes. Et Bruno Retailleau, on l'a entendu, on l'a vu pour les téléspectateurs ce matin, a expliqué que d'une manière ou d'une autre, il fallait un retour aux urnes. Beaucoup de voix disent ça, tout parti confondu, qu'en effet, il va falloir une dissolution. Emmanuel Macron s'y refuse, notamment parce qu'il sait que le premier camp qui en sera la victime, c'est le sien. Comme la dernière fois, mais cette fois, il l'anticipe, il le comprend avant. Ce qui complique un peu les choses, par ailleurs, pour une dissolution, c'est quand même le budget. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, aujourd'hui, vous renvoyez devant les électeurs les députés qui, actuellement, sont en train de discuter des textes ? Je vous rappelle que s'il y a une dissolution, il n'y a plus d'Assemblée nationale. On passe à une autre législature. Donc, tous les textes en cours d'examen tombent. Donc il y a plus de budget. Il y a plus de suspension de la réforme de retraite, bien sûr, mais tout le processus est au point mort. Donc dans cette espèce d'équilibre la terreur qui voulait que à une censure des socialistes réponde automatiquement une dissolution prononcée par Emmanuel Macron, non, c'est plus si évident. Ce mécanisme-là, il n'est plus automatique dans les esprits. Alors est-ce que ça libère le Parti socialiste qui se dit après tout une censure, ça ne nous renvoie pas immédiatement devant les urnes ? D'un autre côté, il y a fort à parier que si Emmanuel Macron voit une censure de Sébastien Lecornu, il a nommé un gouvernement Lecornu 2, il pourrait très bien nommer un Lecornu 3 pour aller jusqu'au bout. C'est la mission de Lecornu, c'est de protéger le président jusqu'au bout, de gagner des semaines et des mois jusqu'à la fin de ce quinquennat qui sera un cauchemar. Merci Louis Awassalter. Merci à vous. Macron, les secrets d'une succession interdite aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.